Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Ça fait des années que vous tentez d'influencer les décideurs français, qu'ils soient politiques, entreprises, syndicats, pour qu'ils agissent sur le climat. Est-ce que l'été que nous venons de connaître, c'est-à-dire marqué par la canicule, la sécheresse, les incendies et plus généralement les intempéries, pour vous, est-ce que cet été a été le déclic, celui de la prise de conscience du dérèglement climatique? Alors selon un sondage qui a été publié par vos confrères, je suis de désolé, France Bleu ce matin. Non, je pense à RTL il y a quelques jours. Bon, ça c'est fait. Mais il faut espérer qu'ils sont convergents. Il y a un Français sur 5 de plus qui dit avoir réalisé cet été que les conséquences du réchauffement climatique étaient déjà là. Avant cet été, il y en avait 3 sur 5, disant être conscient. Maintenant, on arriverait à 4 sur 5. Maintenant, il faut voir ce qui s'appelle conscient. Il faut voir ce que ça signifie en termes d'efforts qu'on est capable de porter seul ou bien de souhaiter pour la société dans son ensemble. Voilà. Donc, il s'est certainement passé quelque chose cet été. Et de l'ordre du déclic. Il y a un tout petit marqueur, alors il vaut ce qu'il vaut, hein, qui est le nombre d'invitations pour des émissions à la rentrée que j'ai reçues moi. Merci d'avoir privilégié celle de France Info, en tout cas, pour cette rentrée. Vous savez, on va toujours midi à sa porte. Et donc, effectivement, il est en augmentation significative par rapport aux rentrées précédentes. Voilà. Donc, c'est une préoccupation. Est-ce qu'il faut s'habituer à vivre ce qu'on a vécu cet été ? Est-ce que ça va devenir la norme? Alors, ça ne va pas devenir la norme, ça va devenir la borne inférieure, malheureusement. Ça va devenir pire? Bien sûr que ça va devenir pire, mais ça, on le sait depuis très longtemps. En fait, le problème du réchauffement climatique, c'est qu'il faut depuis toujours essayer d'éviter quelque chose qui ne s'est pas produit et de faire en sorte qu'ils ne se produisent jamais. C'est très très difficile pour les animaux que nous sommes. On n'a pas l'habitude de se comporter comme ça. En général, on voit d'abord les dangers, et puis une fois qu'on les a vus, on fait ce qu'il faut pour que ça ne se répète pas. Ouais. Là, le problème du réchauffement climatique, c'est qu'il y a une inertie absolument considérable. Il y a un effet cliquet dans le système, c'est-à-dire qu'une fois que le CO2 est dans l'atmosphère, il met très 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 longtemps à s'évacuer. Et donc, une fois qu'on a dégradé le climat, on ne peut pas revenir en arrière. Et non seulement on ne peut pas revenir en arrière, mais tant qu'il y a une tonne qui continue à être émise par les activités humaines, quelque part, le climat continue à se dégrader. Ce qui veut dire que ce qui nous est arrivé cet été, c'est malheureusement absolument certain qu'il va y avoir pire dans les années qui viennent. C'est-à-dire que même si on arrêtait tout, ce qui évidemment n'est pas possible aujourd'hui d'un coup de baguette magique, ça continuerait pendant combien de temps? Alors ça dépend. Et ça s'aggraverait pendant combien de temps? Ça dépend des conséquences qu'on regarde. Ouais. Après arrêt total des émissions, la température atmosphérique s'arrête d'augmenter. Ça, c'est très rapide. Par contre, la température océanique, en particulier des couches profondes de l'océan, continue d'augmenter. Le niveau de la mer va continuer de monter pendant des millénaires après qu'on ait arrêté les émissions totalement. Les glaces vont continuer, les glaces polaires en particulier, vont continuer à fondre pendant des siècles à des millénaires après qu'on ait arrêté les émissions. Et la réponse des écosystèmes à des conditions qui seront devenues différentes, ça va également prendre très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à conditions climatiques constantes, c'est-à-dire même si demain matin on disait le climat ne va pas se dégrader par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, il y a déjà 10% de la forêt française qui va mourir. Donc, par répétition de conditions que les arbres ne peuvent plus supporter. Donc, le temps de réponse derrière l'arrêt... Enfin, il y a un certain nombre de choses qui, derrière l'arrêt des émissions, continuent de se dégrader de façon plus ou moins rapide. On est loin du 0% de gaz. Les émissions ne se sont pas arrêtées. Oui, c'était une hypothèse voilà, justement. que je soumettais là. Jean-Marc Jancovici, on est incapable aujourd'hui de dire qu'on va faire 0 émission de gaz à effet de serre. En revanche, le gouvernement, les ministres, les politiques aujourd'hui ont un mot qui reviennent à leur bouche, c'est le mot sobriété. Le gouvernement invite les Français à faire attention à leur consommation d'énergie, débrancher les prises électriques lorsqu'on part en vacances, couper le Wi-Fi ou baisser la climatisation. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Alors, juste pour finir sur la partie émissions, oui. En fait, il y a quand même un engagement de la communauté internationale à ce que les émissions humaines soient totalement supprimées d'ici à 2050. Pour ça, il faut les baisser de 5% chaque année. Nous sommes en 2022. Oui. Ça laisse 28 ans, c'est-à-dire en gros le pas de temps qui sépare l'âge de nos enfants de notre propre âge, hein, pour donner un ordre de grandeur. Et il faudrait que dans ce laps de temps, on ait supprimé la totalité de ce qui a fait la civilisation industrielle. Parce que c'est les combustibles fossiles qui ont fait la civilisation industrielle. Bon, je pense que pour le moment, les gens qui déclarent ça ne réalisent pas bien ce à quoi ils s'engagent. Hein, voilà, fin de la parenthèse. Alors, sur les économies d'énergie, en fait... Les petits gestes, ça marche ou pas? On ne peut pas faire des grosses économies avec des petits gestes.
Donc si on veut faire des grosses économies, il faut faire des gros gestes. Mais comme vous nous dites, il faut arriver à zéro. Alors où sont les gros gestes chez les Français? Ils sont dans les déplacements. Il faut rappeler qu'en ce qui concerne ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire celle qui rentre dans une machine quelque part, qui nous rend un service, que ce soit la caméra qui est en train de me filmer ou bien une voiture qui est en train éventuellement de déplacer quelqu'un en ce moment, c'est le pétrole qui domine en France. C'est pas du tout l'électricité. Donc débrancher le Wi-Fi, ok, c'est bien, mais enfin partir en vacances en train, c'est mieux pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Donc il y a qu'est-ce que je veux dire? Il faut bien voir que les gros gestes auxquels il faut appeler les Français, ça concerne les transports, ça concerne le chauffage, enfin le confort, ce qu'on appelle le confort des bâtiments, ça concerne l'industrie. C'est ça, les gros gestes en ce qui concerne l'énergie. Débrancher le Wi-Fi, ça fait partie des petits gestes. Mais je peux vous poser une question bête. Ça veut dire que vous, par exemple, à la maison, vous dites ça sert à rien les petits gestes ou pas à grand chose, donc je fais rien, je débranche pas mes prises, ou au contraire vous considérez qu'il faut être, j'allais dire parfait, y compris chez soi, y compris si ça ne pèse que dans une partie du total, pour une partie du total. Pour être très franc, par exemple, je ne débranche pas le Wi-Fi la nuit. Oui. Je pourrais. Vous prenez l'avion? Non. Qu'est-ce que vous ne faites pas ou plus? J'ai arrêté la voiture pour les déplacements quotidiens. Là, vous êtes venu comment jusqu'au studio de France Info? Métro? Je la prends exceptionnellement et un peu à mon corps défendant pour les loisirs. J'ai significativement baissé ma consommation de viande. C'est-à-dire significativement de moins de viande rouge possible, parce que je ne fais pas le compte en kilos par an, je devrais. Mais oui, effectivement. Pour quelqu'un qui a inventé le bilan carbone, vous pourriez quand même. Ouais. C'est vrai, je pourrais. J'achète le moins d'objets possible. Mais enfin bon, ça c'est pas très dur parce que j'ai pas besoin de me forcer. Ouais. Voilà, je baisse le thermostat le plus possible. Enfin voilà, c'est des trucs de cette nature. Après, il me reste encore à faire des gros travaux immobiliers. C'est-à-dire d'isoler le logement, oui, comme beaucoup de exemple, Français, notamment. Ouais. Mais mais les gros gestes sont essentiellement là-dedans. Il y a un outil qui permet de savoir quels sont les postes qui sont importants, qui s'appelle l'empreinte carbone personnelle. Il y a un certain nombre d'applications qui permettent de calculer ce genre de choses. Et l'empreinte carbone personnelle, elle permet de voir où sont les gros postes d'émission qui correspondent très souvent, sauf pour l'agriculture, aux gros postes de consommation d'énergie. Voilà. Et donc là, on voit où est-ce qu'il va falloir qu'on fasse des efforts. Jean-Marc Jancovici, invité de France Info jusqu'à 9h. Le fil info à 8h40. On s'interrompt une toute petite minute avec Maureen Suignard. Alors que la communauté internationale craint un incident nucléaire à cause de bombardements sur le site, une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route pour visiter la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine, centrale occupée par les Russes depuis 6 mois. Et dans ce contexte sensible de guerre en Ukraine, le prix de l'énergie flambe aussi en France, l'énergie qui se fait aussi plus rare. Elisabeth Borne va demander aux entreprises de réduire de 10% leur consommation, demande de la Première ministre formulée au rendez-vous de rentrée du MEDEF, le syndicat des patrons, à Paris cet après-midi. Christian Estrosi, le maire de Nice, va saisir le procureur de la République pour des messages qu'il juge ignobles sur les réseaux sociaux et portant sur l'attentat qui s'est produit dans la ville, qui a fait 86 morts et 400 blessés en 2016. Il en appelle, dit-il, à la responsabilité des diffuseurs. Le Pakistan, ravagé par des inondations, déjà plus de 1000 morts après des pluies torrentielles, la moitié du pays est sous les eaux. L'aide internationale commence à arriver lentement. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Jean-Marc Jancovici, président du groupe de réflexion The Shift Project et membre du Haut Conseil pour le climat. Alors le gouvernement a pour le moment renoncé à la contrainte, de recourir à la contrainte pour les particuliers en ce qui concerne la réduction de consommation d'énergie. En revanche, pour les entreprises, Elisabeth Borne doit s'exprimer devant le MEDEF cet après-midi. Elle va demander aux entreprises de réduire de 10% leur consommation d'énergie. Risque de sanctions, c'est ce qui est prévu aussi. Elle a raison d'être plus ferme avec les entreprises parce que c'est là aussi qu'il y a des grosses dépenses d'énergie. C'est très difficile de répondre à cette question sans savoir exactement quel est le dispositif qui va être proposé par le gouvernement. Je vais prendre un exemple tout bête qui est le transport routier. Dans le transport routier, le carburant représente un quart des dépenses. C'est des entreprises qui ont des marges assez faibles. Alors, si vous arrivez à économiser 10% de carburant, vous faites une petite règle de 3, ça vous fait économiser 2,5% de vos dépenses. À recette constante, ça vous fait 2,5% de marge en plus. Je peux vous assurer que tous les transporteurs seraient ravis de faire ça s'ils pouvaient le faire d'un coup de baguette magique. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux en pratique d'économiser de l'énergie? Ça veut dire soit d'aller moins vite,
mais à ce moment, leurs clients vont dire « Ah, peut-être qu'on n'est pas d'accord », soit de changer la flotte de camions, ça veut dire des investissements. Donc voilà typiquement un exemple, je prends un exemple très concret, où économiser 10% d'énergie, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire sans contrepartie. Donc ce que je ne sais pas, c'est quelle contrepartie est-ce que Mme Borne va accepter ou pas, ou va souhaiter ou pas, et est-ce que ça va notamment impliquer éventuellement une réduction d'activité. À cause des prix de l'énergie actuels, vous avez des entreprises qui ont déjà fait plus de 10% d'économie d'énergie, sauf qu'ils ont aussi réduit leur activité de plus de 10%. Par exemple, c'est le risque à chaque fois. Par exemple, les fondeurs d'aluminium. Produire de l'aluminium, ça se fait par électrolyse, ça consomme des quantités absolument considérables d'électricité. Et aujourd'hui, vous en avez qui sont obligés de se mettre à l'arrêt à cause des prix de l'électricité. Alors, ça n'a rien à voir avec l'obligation d'être vertueux environnementalement. C'est un tout petit peu lié quand même aux affaires russes. Ces gens-là, là, c'est clair qu'ils les ont faites, les économies. Il faut bien voir qu'encore une fois, l'énergie, c'est ce qui fait fonctionner les machines, et les machines, c'est ce qui fait fonctionner l'économie. Donc, réduire l'activité des machines sans réduire l'activité économique, il y a des cas de figure dans lesquels c'est possible, il y a des cas de figure dans lesquels c'est impossible. Donc, voilà, tant qu'on n'a pas le détail de ce que Mme Borne mais est-ce qu'on y arrivera, Jean-Marc Jancovici, sans contrainte ? Est-ce qu'on peut faire baisser, nous collectivement, entreprises, particuliers, administrations et tout le monde, notre consommation d'énergie uniquement sur la base du volontariat ? Non, ça ira pas assez vite. Quand on regarde la vitesse à laquelle la société va devoir évoluer, il y a deux contraintes en ce qui concerne l'énergie. Il y a une contrainte, ce que j'appelle aval, c'est-à-dire il faut limiter les émissions pour éviter que les péripéties que nous avons eues cet été ne soient qu'un apéritif devant ce qui nous attend. Et puis, il y a une contrainte que j'appelle amont, c'est que les combustibles fossiles sont épuisables. Ils ne se renouvellent pas, les combustibles fossiles. Il faut des dizaines ou des centaines de millions d'années pour faire du pétrole ou du gaz. Donc, une fois que vous les avez sortis de terre, ils sont sortis de terre et puis c'est fini, quoi. Je veux dire, on ne peut pas en recréer d'autres. Les travaux du Shift Project montrent qu'en Europe, notamment, la quantité de pétrole et de gaz qui sera disponible dans quelques décennies sera au mieux la moitié de ce qu'on a aujourd'hui, et ça pourrait être beaucoup moins, parce qu'en fait, l'Europe produit très peu de pétrole et de gaz, elle doit tout importer, et les producteurs exportateurs, ils vont voir leurs gisements s'épuiser, les signaux d'alerte se multiplient en ce moment, donc de toute façon, il va y en avoir de moins en moins. Et quand on regarde la vitesse à laquelle tout ça va baisser, que ce soit pour des contraintes amont ou que ce soit pour des contraintes aval, ça doit aller beaucoup plus vite, la réduction, que ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc il y a un moment où ça va faire mal. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est des gens comme moi qui s'excitent sur des plateaux de télé, des gens de bonne volonté à droite et à gauche qui disent je vais quand même essayer de faire un effort, et on voit bien que l'ensemble de tout ça, ça va pas assez vite. Donc, je reprends ma question. Il y a un moment où ça va faire mal. Il y a un moment où il va falloir passer à quelque chose de plus fort que le choisissez entre les heures de nuit et les heures de jour pour votre électricité. Il y a des gens pour qui ça fait déjà mal. Oui, c'est ceux qui n'y arrivent pas à se chauffer déjà aujourd'hui. Vous et moi, on fait partie des cadres urbains bien nourris de centre-ville, donc on ne voit pas avec nos sens. Mais il y a déjà un certain nombre de gens pour qui ça fait déjà mal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la part des gens pour qui ça fait mal va augmenter. C'est ça qui va se passer. Elisabeth Borne, toujours, a annoncé hier qu'un fonds vert d'1,5 milliard d'euros allait être mis à disposition des collectivités. Comment elles doivent l'utiliser, ce fonds vert d'1,5 milliard d'euros, pour que ce soit... La première chose qu'elles doivent faire, les collectivités, c'est correctement former leurs équipes. Vous savez, il y a une très bonne manière d'en rajouter au problème, c'est de confondre vitesse et précipitation. Oui. Et donc, c'est de se précipiter vers des choses qui semblent pertinentes en apparence et qui, en fait, ne traitent pas le problème, voire éventuellement l'amplifient. Il y a un an, le Shift Project a rendu un travail qui s'appelait « Résilience des collectivités territoriales » et où on essayait de faire un certain nombre de préconisations pour les élus locaux, face à la fois à la décrue énergétique et aux conséquences du réchauffement climatique. Et notre première recommandation, c'était de consacrer 1% du budget des collectivités locales à acquérir de l'information et de la formation. C'est-à-dire que les élus, les administrations locales comprennent le problème à traiter, comprennent ses implications et du coup aient les idées beaucoup plus claires. Mais une fois qu'on a informé toutes les équipes, qu'elles sont au point pour les gens, pour les habitants de ces régions, comment on fait ? On fait de manière contextualisée. La façon dont vous allez répondre à la contrainte quand vous êtes dans une commune de Savoie, vous avez un risque de glissement de terrain et où par ailleurs c'est là que la nourriture parcourt la plus grande distance avant d'être consommée, c'est là que vous êtes le plus loin et donc le plus dépendant du pétrole pour votre alimentation, ça ne va pas être la même réponse qu'à Morlaix, par exemple. Donc les élus locaux, ils sont locaux.
Donc la réponse, il y a des éléments qui sont communs. Par exemple, avec moins de pétrole, il y a moins de mondialisation et donc tout ce qui vient de Chine sera plus difficile d'accès pour les Savoyards comme pour les Bretons. Par contre, il y a des choses qui sont locales et très contextualisées. Et ça, la manière dont la sécheresse va s'appliquer à l'agriculture, à Morlaix ou bien à Garges-les-Gonesse, ça ne va pas être pareil. Donc vous avez, et pour comprendre ce qui est pertinent chez vous, il faut se former, s'informer, acquérir de la maîtrise sur le sujet. Donc la première chose à faire, c'est ça. Mais c'est un peu long. Et c'est là qu'on tombe sur quelque chose qui est ennuyeux, c'est que le pouvoir politique central, il veut toujours des trucs baguettes magiques qui vont produire des résultats en 3 mois pour pouvoir dire à la population « Regardez comme on est efficace ». Et malheureusement, la réponse aux problèmes dont on est en train de parler, c'est des réponses lentes, parce qu'il y a un gros besoin d'organisation, il y a un gros besoin de formation, et ça, ce n'est pas des trucs qui se font en une semaine. Est-ce que la réponse, pour vous, Jean-Marc Jancovici, elle passe aussi, en quelque sorte, par la fin du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Ce qui est absolument certain, c'est que le capitalisme financier mondialisé a énormément d'effets pervers dans la lutte contre, enfin, dans la prise en compte des limites environnementales. Vous ne pensez pas qu'à un moment, les investisseurs vont dire on va mettre notre argent là où c'est rentable aujourd'hui, c'est-à-dire dans la transition énergétique ? Je crois que malheureusement, prise de manière globale sur la planète, la transition énergétique n'est pas rentable. Parce que ce qui a fait la croissance, c'est l'abondance des énergies fossiles. Donc dans un monde où les énergies fossiles sont en décroissance rapide, ma conviction personnelle, les panneaux solaires, ça peut pas être rentable, c'est que le PIB est en contraction. Bon. Où vont les énergies renouvelables, c'est pas source de richesse ? Alors les énergies renouvelables, aujourd'hui, on a réussi à faire la preuve. Alors les énergies renouvelables, tout le monde a en tête photovoltaïque et éolien. Oui. Je rappelle que la première source d'électricité, et les barrages également, c'est la première source en France. Ouais. Exactement. Sauf que l'eau, il y a de plus en plus de problèmes. Cette année, même la Norvège, qui pourtant est un pays assez arrosé, puisque assez au nord, a des problèmes de remplissage de ses réservoirs de barrages. Donc l'énergie renouvelable hydroélectrique en Europe, elle n'augmente plus depuis maintenant un certain temps, depuis 10 ou 20 ans. Et il y a un vrai risque que ça se mette à baisser à cause du déficit de pluviométrie. En ce qui concerne l'éolien et le photovoltaïque, aujourd'hui, les dispositifs de production ne sont pas renouvelables du tout. Ils sont faits de métal. Et il y a 2 limites, on va dire, qui commencent à être de plus en plus diffusées. La première, c'est que déployer de manière massive ces dispositifs-là demande un accès aux métaux qui est fortement augmenté. Or, les mines dans le monde produisent de plus en plus difficilement, ou plus exactement, ont besoin de plus en plus d'énergie pour produire la même quantité de métal dans un certain nombre de domaines, et notamment le cuivre. Vous avez eu une alerte de l'Agence internationale de l'énergie il y a maintenant 6 mois en disant peut-être que les mines de cuivre actuellement en exploitation vont atteindre leur maximum de production. Mais là, on vous écoute, Jean-Marc Jancovici, vous dites les énergies fossiles, ça va se tarir, il va y avoir une pénurie et bon, voilà, on ne peut pas les renouveler, c'est normal, c'est comme ça, ce sont des énergies fossiles. Les énergies renouvelables, on n'aura pas les métaux nécessaires, on fait quoi ? On va devoir, alors c'est justement là qu'on tombe sur la sobriété, on va devoir faire avec moins. Donc on va devoir, malheureusement, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, quitter une forme. Alors Macron a parlé de la fin de l'insouciance et de la fin de l'abondance. Malheureusement, il a raison. Quand on regarde le mode de vie d'un smicard français aujourd'hui comparé à celui de quelqu'un de bien loti il y a 2 siècles, on se rend compte qu'en fait, le smicard d'aujourd'hui a beaucoup plus de choses. Donc faire avec moins et faire avec le nucléaire, c'est là où votre discours diverge de celui de la plupart des écologistes en France aujourd'hui. Je fais partie des gens qui considèrent que le nucléaire est du bon côté de la barrière. Je fais partie des gens qui considèrent que le nucléaire, on peut l'exploiter même dans un contexte de contraction économique. Ça s'est passé dans un certain nombre de zones de l'Est après la chute du mur. Il n'y a pas eu de problème particulier à ce moment-là. Je fais partie des gens qui pensent que le nucléaire est une énergie qui est paradoxalement plutôt plus low-tech que le solaire ou le photovoltaïque, parce qu'on a besoin d'un système moins sophistiqué, globalement d'un système électrique moins sophistiqué pour l'exploiter. Donc je pense que c'est une bonne idée. Je ne suis pas anti-technologie par nature, par conviction. Je pense qu'il faut faire le tri, il faut faire le choix, et il y en a où ça vaut le coup de jouer, et d'autres où ça ne vaut pas le coup. Bon, on va poursuivre cet entretien dans un instant. Une toute petite minute, le temps du fil info à 8h51 avec Maureen Suinard, et on vous retrouve juste après. Jean-Marc Jancovici. On n'a pas attendu la première ministre pour rentrer dans la sobriété, lance ce matin Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, le syndicat des patrons. Elisabeth Borne sera avec lui cet après-midi pour prononcer un discours et demander aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie de 10%. La NASA s'apprête à lancer la mission Artemis vers la Lune, une fusée géante 100 mètres de haut, cette fois sans équipage, et qui doit partir de Floride aux États-Unis à 14h30 heure française. Si tout se passe bien, 4 astronautes
astronautes grimperont à bord pour une mission équivalente de survol lunaire en 2024. Il a passé une première nuit en prison. Un étudiant de 19 ans, un pompier volontaire mis en examen pour destruction par incendie. La police le soupçonne d'une trentaine de départs de feu dans le Médoc en Gironde cet été. Il encourt une peine de 15 ans de prison. C'est Neymar qui sauve le PSG. Pénalty réussi du Parisien et finalement c'est un match nul contre Monaco pour la rencontre de clôture de la 4e journée de Ligue 1. Un partout, les Parisiens qui ne gagnent pas donc pour la première fois de la saison. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Jean-Marc Jancovici, président du groupe de réflexion The Shift Project et membre du Haut Conseil pour le climat. On parlait à l'instant du nucléaire. Aujourd'hui, la moitié des 56 réacteurs nucléaires en France est fermée à cause de risques de corrosion ou d'opérations de maintenance. Il y a aussi le problème de l'eau, vous en avez parlé tout à l'heure. Il faut de l'eau pour refroidir les réacteurs. Et malgré tout ça, vous dites, le nucléaire, c'est super. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y aura pas de solution miracle dans cette affaire. Vous avez dit moins d'énergie fossile, ok. Je fais partie des gens qui pensent que le déploiement massif de l'éolien et du solaire pour tout remplacer n'arrivera pas, parce qu'il y aura beaucoup trop de limites physiques. Le 100% renouvelable, vous n'y croyez absolument pas ? Pas dans un monde qui consomme de l'énergie comme aujourd'hui. Le 100% renouvelable, vous savez, c'était exactement le monde que nous avons eu depuis l'apparition de notre espèce jusqu'à il y a 2 siècles. Donc ils n'avaient pas encore les panneaux photovoltaïques. Non, mais les panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, vous les faites avec... Aujourd'hui, on a fait la démonstration qu'on sait faire des panneaux photovoltaïques dans un monde dans lequel il y a du charbon pour faire la métallurgie, il y a du pétrole pour les transporter depuis la Chine. En gros, vous nous dites que c'est les amiches. Si on fait Donc il y a une imbrication entre les énergies. C'est ça que je suis en train de dire. Et on ne peut pas désimbriquer les énergies et dire on va avoir juste des panneaux photovoltaïques dans un monde dans lequel il n'y aura plus de pétrole, plus de charbon, etc. Et ils vont valoir le même coût. Sur ce que disait Salia il y a quelques instants, la moitié des réacteurs à l'arrêt aujourd'hui et des fleuves qui sont censés les refroidir. Oui, alors ça, c'est pas un problème nucléaire, c'est un problème français. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde... On parlait de la Norvège tout à l'heure. Oui, non, mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le... Non, je ne parle pas de l'eau, je parle du nucléaire avec les réacteurs à l'arrêt. Quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tous les réacteurs du monde ne sont pas à l'arrêt. Voilà, donc il y a un problème français. Alors le problème français, qu'est-ce qu'il est ? La partie eau pour refroidir, ça c'est un problème qui induit un risque de défaut de production. Il n'y a pas de risque de sûreté. Oui, mais ce qui fait que du coup, le nucléaire ne serait plus une énergie permanente qui est aujourd'hui l'un des arguments de ses promoteurs. Elle n'est déjà pas permanente. Quand vous regardez la production nucléaire sur l'année, vous vous rendez compte que historiquement, elle a toujours été beaucoup plus basse l'été que l'hiver. Disons qu'elle ne dépend pas du soleil ou du vent. C'est pas ça, c'est qu'on consomme moins d'électricité, là en l'occurrence, l'été que l'hiver dans notre pays, où jusqu'à maintenant, on en consommait moins. Ce n'est pas le cas dans un certain nombre d'autres pays. Par exemple, au Japon, on en consomme beaucoup plus l'été que l'hiver à cause de la climatisation. Bon, nous, ce n'est pas le cas. Donc, traditionnellement, l'opérateur des réacteurs nucléaires les mettait à l'arrêt l'été pour maintenance. C'est un truc qui est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est le risque de corrosion, enfin, exactement les défauts de corrosion qui ont été révélés. Et ça, c'est un arbitrage qu'on doit faire entre disponibilité et risque d'exploitation. Et on a fait le bon arbitrage en les mettant à l'arrêt, le temps de tout vérifier ? Alors, je n'ai pas suffisamment regardé le dossier pour avoir un avis là-dessus, parce que c'est des dossiers très techniques. Donc, c'est l'ASN qui gère ce genre de trucs. L'autorité de sûreté nucléaire. Ce qui est absolument certain, ça, je suis désolé de dire ça aussi, c'est qu'on va rentrer dans un avenir dans lequel, de toute façon, on va devoir augmenter notre prise de risque. C'est-à-dire que l'avenir... Ah oui, ça, de toute façon. Oui, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire peut-être ouvrir des réacteurs, y compris s'il y a une part de risque. Exactement. Oui, absolument. Mais vous savez, aujourd'hui, grâce à l'abondance énergétique, on est dans un monde dans lequel on se part de tous les problèmes à la fois. Juste, on en crée un énorme... sur un plateau, mais expliquez ça à des gens qui habitent à côté d'une centrale. Oui. Juste, on en crée un énorme derrière, qui s'appelle le réchauffement climatique. Mais, donc, on va devoir le risque nucléaire est plus faible que le risque du réchauffement climatique, que les conséquences. Alors, le risque nucléaire est plus faible que le risque d'un défaut d'approvisionnement, d'un défaut massif d'approvisionnement électrique. Ça, c'est sûr. Si vous avez un défaut massif d'approvisionnement électrique, vous avez des systèmes de communication qui ne fonctionnent plus, vous avez des transports qui ne fonctionnent plus, vous avez des systèmes de soins qui ne fonctionnent plus, vous avez, etc., des systèmes de chauffage qui ne fonctionnent plus. Et ça fait beaucoup plus de morts, tout ça, que la quantité de morts que vous pourriez avoir à cause d'un accident dans le réacteur. Donc on va faire du bénéfice-risque avec le nucléaire. On l'a toujours fait, du bénéfice-risque. Sauf que sur le nucléaire, on ne le fait pas nécessairement avec les bonnes informations. Aujourd'hui, on est plutôt dans le principe de précaution sur le nucléaire. Alors, ce qu'on appelle le principe de précaution est une autre manière de formuler que le bénéfice-risque est toujours optimal quand on a le risque minimal, quelle que soit la façon dont on gère les choses. Mais dans le monde risqué et volatile vers lequel on se dirige,
on va devoir avoir une autre approche du bénéfice-risque, malheureusement. Vous, président, ou vous, Premier ministre, ou Premier ministre, Jean-Marc Jancovici. Premier ministre, il faut une petite transformation préalable. Voilà, on est dans la transition. Vous rouvrez les centrales, même si l'autorité de sûreté nucléaire dit... Non. Je ne viole pas l'autorité de sûreté nucléaire. Par contre... Mais vous changez les critères, alors? Alors, une chose que je ferai peut-être, c'est d'obliger quelqu'un quelque part, je ne sais pas si ça doit être l'ASN ou si ça doit être une autre entité, à produire des avis sur l'arbitrage bénéfice-risque. Et aujourd'hui, cet avis, on ne l'a pas. Vous, Premier ministre, vous interdisez les jets privés ou pas? Le Shift Project a proposé de les interdire dans son plan de transformation de l'économie française. Donc vous êtes plutôt sur la ligne Julien Bayou, le patron des Verts, que sur la ligne du gouvernement dont certains membres disent oui, on pourrait réguler. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de faire ça? C'est clair qu'en termes de consommation de carburant stricto sensu, ce n'est pas quelque chose qui est majeur dans le pays. Par contre, en termes de... Pardon ? Du transport aérien. 0,1% du transport aérien. Oui, enfin, c'est pas... Qui lui-même pèse pour 30% du total. J'ai pas regardé les chiffres, mais c'est sûr que c'est pas énorme. Par contre, c'est une mesure que j'appelle à effet de levier, parce qu'il y a un côté exemplarité dans cette affaire. À partir du moment où vous allez demander à une bonne partie des gens qui pensent sincèrement, et qui ont peut-être raison, qu'ils ne peuvent pas faire sans leur voiture pour leur déplacement du quotidien, voiture d'occasion, etc. Vous donnez l'exemple. C'est compliqué de dire je ne vais mettre aucune contrainte à des gens qui rentrent dans un jet privé parce qu'ils ont la flemme d'aller dans un aéroport normal et qu'ils vont gagner 2 heures et que pour eux, quand même, gagner 2 heures, ça vaut bien d'émettre quelques dizaines de tonnes de CO2. C'est quand même très compliqué de dire ces gens-là, je ne leur demande aucun effort. Merci à vous, Jean-Marc Jancovici, premier invité donc de cette rentrée de 8h30 France Info. Merci et bonne journée à vous. Merci.